Cette vidéo couvrira les principes de fonctionnement des moteurs DC électromagnétiques. Les moteurs à courant continu produisent un mouvement rotatif via l'interaction entre le champ magnétique alternatif d'un électroaimant appelé rotor et le champ statique de deux ou plusieurs aimants permanents appelés stators. L'électroaimant se compose d'un grand nombre de spires de fils de cuivre isolées et espacées l'une de l'autre. Semblable à un aimant de barre, un champ magnétique avec ses pôles aux extrémités de la bobine est produit dès qu'un courant circule à travers le fil. La direction du mouvement des particules chargées est responsable de la polarité du champ magnétique entourant la bobine. Le fil métallique est constitué d'un nombre égal de particules chargées positivement et négativement, il est donc neutre en somme. Dans un fil métallique, les noyaux atomiques chargés positivement sont maintenus dans une position fixe, et les électrons sont libres de se déplacer, transportant leur charge d'un endroit à l'autre. Cependant, la direction du courant électrique est classiquement définie comme la direction du flux de charge positif. Supposons donc que les charges positives déplaceraient le long du fil selon cette définition du courant conventionnel. Si la borne positive de la source de tension est sur la droite de la bobine, des charges positives pénètrent dans le fil à cette extrémité, alors qu'elles quittent l'arrangement à la borne négative sur la gauche. Tout en se déplaçant le long du fil enroulé, les charges coulent dans le sens antihoraire en regardant vers le côté gauche de la bobine. Selon la définition, c'est l'emplacement du pôle nord magnétique. Lorsque vous regardez l'extrémité opposée de la bobine, le courant circule dans le sens des aiguilles d'une montre. Ainsi, c'est là que se trouve le pôle sud magnétique. Vous pouvez utiliser votre main droite pour déterminer où se forme le nord magnétique d'un électroaimant. Si vous enroulez votre main droite autour du fil du solénoïde avec vos doigts dans la direction du courant conventionnel, votre pouce pointe vers le pôle nord magnétique. Dès que le courant circulant dans l'électroaimant est coupé, le champ magnétique disparaît. Lors de l'échange de la polarité de la source de tension, la borne positive est maintenant située sur la gauche, le flux des charges positives change de direction. Maintenant, le pôle nord magnétique est sur le côté droit du solénoïde, le courant tourne dans le sens antihoraire à cette extrémité. Le flux des charges est dans le sens des aiguilles d'une montre à l'extrémité gauche du solénoïde, c'est pourquoi le pôle sud magnétique est placé là. Lorsque vous saisissez le solénoïde avec votre main droite depuis le haut de l'écran, vos doigts pointent dans la direction du courant positif et votre pouce pointe à nouveau vers le pôle nord. Si un aimant permanent est placé à gauche de l'écran avec son pôle sud pointant vers la droite, l'aimant permanent fait face au pôle sud de l'électroaimant. Il y a une force répulsive agissant entre les deux objets. Cette force est transformée en force d'attraction entre les deux aimants lors de l'échange de la polarité de l'électroaimant. Regardons le même arrangement avec la même polarité, mais considérons maintenant le mouvement des électrons dans le fil. La source du terminal positif est toujours à droite du solénoïde. Les électrons chargés négativement quittent le fil à cette extrémité, alors qu'ils pénètrent dans le solénoïde à la borne négative. Maintenant, vous devez enrouler votre main gauche autour du solénoïde avec les doigts pointant dans la direction du mouvement des électrons pour trouver le pôle nord magnétique. Une fois de plus, ce pôle se trouve à l'extrémité gauche du solénoïde et il y a donc une force d'attraction entre le permanent et l'électroaimant, comme mentionné précédemment,
la polarité de la source de tension n'a pas été modifiée. Maintenant, il est en effet permuté, la borne positive est sur le côté gauche de l'électroaimant, la borne négative sur la droite. Les électrons se déplacent maintenant de droite à gauche dans le solénoïde et en utilisant votre main gauche, vous pouvez déterminer que l'endroit du pôle nord magnétique a changé avec la polarité changeante, il est sur le côté droit maintenant. Selon ceci, le pôle sud magnétique est à l'extrémité gauche, ce qui explique pourquoi il y a une force de répulsion entre les deux objets. Le flux d'électrons chargés négativement tourne dans le sens des aiguilles d'une montre en regardant à l'extrémité où se trouve le pôle nord. Montrons cette règle avec un électroaimant réel. Avec la borne positive sur le côté gauche du solénoïde, l'aimant permanent est repoussé de l'électroaimant. Tandis que les deux objets s'attirent en échangeant la polarité. Les bobines d'un moteur à courant continu sont généralement enroulées autour d'un noyau de fer. Le fer concentre le champ magnétique aux extrémités d'un électroaimant. Cela signifie que les forces agissant entre l'électroaimant et l'aimant permanent sont soulevées par le noyau de fer. Cependant, il n'y a pas besoin d'un noyau de fer pour faire fonctionner un moteur à courant continu comme nous le verrons plus tard dans cette vidéo. Outre la polarité de la source de tension, la place du pôle nord magnétique dépend de la direction des enroulements. En se déplaçant le long du fil en commençant à l'extrémité droite, les enroulements vont dans le sens des aiguilles d'une montre en regardant sur le côté droit de la bobine. Lorsque vous regardez le côté du solénoïde, le fil va de bas en haut. Changeons cette direction des enroulements. Lorsque vous suivez de nouveau le fil de droite à gauche, les enroulements tournent maintenant dans le sens anti-horaire en regardant à l'extrémité droite du solénoïde. Sur la vue de côté, les enroulements vont de haut en bas. Si la borne positive de la tension d'alimentation est attachée à l'extrémité droite du fil, vous pouvez déterminer la position du pôle nord magnétique en utilisant votre main droite, votre pouce pointera vers l'extrémité droite. Maintenant, le courant positif circule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en regardant cette extrémité du solénoïde, ce qui est la deuxième preuve que le pôle nord est situé ici. Les enroulements d'un électroaimant sont généralement très rapprochés, ce qui nécessite un fil avec un revêtement isolant. Si vous utilisez des fils dénudés, le courant ne suivra pas les enroulements, mais traversera directement le solénoïde directement de l'anode à la cathode, de plus à moins, ne créant pas le champ électromagnétique désiré. Ce type de dommage dans un électroaimant est connu comme un défaut de virage à virage. Avec un champ magnétique alternatif d'un solénoïde, nous allons maintenant essayer de produire un mouvement de rotation. Il doit y avoir un espace pour l'axe de pivotement au centre du solénoïde. Si un courant circule à travers le fil, les deux moitiés du solénoïde peuvent être traitées comme un seul électroaimant, le magnétisme de chaque moitié sera dans la même direction que les enroulements. Le pôle nord magnétique est à gauche, donc le pôle sud à l'extrémité droite de chaque électroaimant. Le champ magnétique de l'arrangement diffère légèrement de celui d'un seul électroaimant. Ajoutons deux aimants permanents à gauche et à droite des solénoïdes. Dans cet agencement, les pôles nord magnétiques des aimants permanents et le solénoïde ainsi que les pôles sud magnétiques sont en regard l'un de l'autre.
des forces répulsives agissent entre les aimants permanents et le solénoïde aux deux extrémités de l'électroaimant. Les vecteurs de force pointent tous deux le long de la ligne centrale du solénoïde, là où se trouve l'axe de pivotement. En somme, les forces sont annulées. La situation change, si le solénoïde est tourné dans le sens des aiguilles d'une montre de quelques degrés. Comme précédemment, il existe des forces répulsives agissant entre les extrémités du solénoïde et les extrémités de l'aimant permanent, mais les directions des forces ont changé. En plus des forces partielles orientées parallèlement à la ligne centrale du solénoïde, il y a des composants perpendiculaires à ces forces. La composante de force pointe vers le haut à l'extrémité gauche du solénoïde et vers le bas à l'extrémité droite. Les deux forces partielles provoquent un couple dans le sens des aiguilles d'une montre. En relâchant l'électroaimant, il tourne jusqu'à ce que le pôle nord magnétique du solénoïde pointe vers l'aimant permanent droit. Causé par l'inertie, l'électroaimant oscille autour de cette position de repos jusqu'à ce que le mouvement s'arrête avec un alignement horizontal. Maintenant, des forces d'attraction agissent entre l'électroaimant et les aimants permanents. Les deux vecteurs pointent le long de la ligne centrale, donc aucun couple n'est produit. Chaque fois que l'électroaimant est dévié, le couple produit pointe vers cette position de repos stable. Pour faire tourner à nouveau l'électroaimant, il faut permuter la polarité du solénoïde. Si l'électroaimant est tourné à la main de quelques degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, il tournera de 180 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre s'il est relâché. Si la polarité est à nouveau permutée au plus haut point de dépassement, nous obtenons une rotation continue. Avec un commutateur électrique rotatif, la polarité est permutée automatiquement parce que nous obtenons le bon moment pour une rotation continue. À cette position de l'électroaimant, aucune des extrémités du fil n'est connectée à l'alimentation électrique. Lorsque la bobine est tournée de quelques degrés, les deux extrémités entrent en contact, chacune avec une borne différente de la tension d'alimentation. Il en résulte un courant positif circulant de cette extrémité du solénoïde marqué d'un point à la deuxième extrémité marquée d'un cercle et qui est connecté à la borne négative de la tension d'alimentation. Avec votre main droite, vous pouvez prouver que le pôle nord magnétique du solénoïde pointe vers le haut à gauche de l'arrangement, comme l'extrémité du fil marquée par le point. Le champ des aimants permanents provoque un couple sur l'électroaimant qui pointe dans le sens des aiguilles d'une montre. Si la bobine est relâchée, elle commence à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. À un certain angle de rotation, l'interrupteur coupe le courant de la bobine, ce qui entraîne la disparition du champ magnétique. Causé par l'inertie, l'électroaimant continue de se déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le commutateur rotatif se remette en contact. Maintenant, l'extrémité du câble marqué d'un point est connectée à la borne négative de la tension d'alimentation. Le courant circule de l'extrémité du fil connecté à la borne positive et marqué d'un cercle à travers la bobine et enfin à la borne négative à l'extrémité marquée par le point. Les bornes positives et négatives du solénoïde sont permutées par rapport à l'état initial.
En conséquence, le pôle nord magnétique pointe maintenant dans la direction de l'extrémité du câble marqué par un cercle. Comme l'électroaimant a tourné de 180 degrés par rapport à sa position initiale, le pôle nord se trouve de nouveau en haut à gauche de l'arrangement, comme dans l'état initial. L'interrupteur rotatif d'un moteur électrique à courant continu qui inverse périodiquement la direction du courant de l'électroaimant est appelé commutateur. Les contacts de commutation fonctionnant à la tension d'alimentation sont appelés brosses. Les premières machines utilisaient des brosses fabriquées à partir de brins de fil de cuivre pour entrer en contact avec la surface du commutateur. Même si les machines rotatives modernes utilisent presque exclusivement des contacts en carbone solide, elles sont encore appelées brosses. Avec le commutateur, l'électroaimant tourne en continu s'il est exposé au champ magnétique des aimants permanents. Le véritable moteur électrique commence également à tourner après l'avoir légèrement poussé pour faire un premier contact avec le commutateur. Ce besoin d'une poussée initiale est un inconvénient de ce simple moteur. Un autre est que le moteur cesse de tourner lorsqu'il est sous charge dès que le collecteur freine le courant à travers l'électroaimant. Un moyen de contourner ces problèmes consiste à utiliser une autre paire de bobines disposées perpendiculairement à la première paire. Le commutateur excite périodiquement la paire marquée en blanc et la paire d'électroaimants marquée en bleu clair. De plus, la polarité est permutée à 180 degrés. Définissons la position avec les électroaimants marqués en blanc en position verticale et avec l'extrémité marquée par le point en haut comme état initial de rotation. Cet électroaimant est connecté à la tension d'alimentation résultant de la production d'un champ magnétique. Le pôle nord magnétique se trouve en haut de l'arrangement, le couple résultant est donc orienté dans le sens des aiguilles d'une montre. L'électroaimant bleu clair n'est pas connecté à la source de tension, il n'a donc pas de champ magnétique. Par conséquent, le moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Après 45 degrés, l'électroaimant bleu clair entre en contact avec les brosses. Par conséquent, un champ magnétique est établi avec le pôle nord pointant vers le haut à gauche. Le couple agissant sur chaque électroaimant est orienté dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsqu'il est tourné de quelques degrés supplémentaires, le commutateur freine le contact des bobines blanches et de la source de tension, ce qui fait que le champ magnétique disparaît. Néanmoins, les forces causées par le champ magnétique de l'électroaimant bleu clair pointent toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui fait que le moteur continue de tourner dans cette direction. Chaque fois que l'une des bobines est déconnectée de la source d'alimentation, le champ magnétique de l'autre solénoïde maintient le couple dans le sens des aiguilles d'une montre. Il n'y a aucun point dans la rotation où les deux électroaimants sont déconnectés de la source de tension. Échangeons ensuite la polarité des brosses, ainsi la brosse droite sera connectée à la borne positive. Avec votre main droite, vous pouvez déterminer que le pôle nord magnétique de l'électroaimant bleu clair pointe vers le bas maintenant. Le couple résultant est dirigé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il en va de même pour l'électroaimant marqué en blanc lorsqu'il est alimenté par le commutateur. Il y a une rotation continue pointant dans le sens anti-horaire. Prouvons les prédictions avec un vrai moteur une fois de plus. Notez que le fil de cuivre est enroulé avec le même enroulement pour les deux bobines. En allant de la gauche vers la droite, le fil passe de l'arrière au en bas, comme dans les séquences d'animation. C'est également vrai pour le fil bleu formant la deuxième bobine.
Comme prévu, le moteur tourne dans le sens des aiguilles d'une montre avec la borne positive sur la brosse gauche du commutateur. Même à l'arrêt, le moteur continue de tourner dès qu'il est relâché. Que se passe-t-il si l'un des électroaimants est enroulé dans la mauvaise direction? Lors des animations précédentes, le fil courait de bas en haut sur le côté avant des bobines bleues en passant de gauche à droite le long du fil. Changeons cette direction de sorte que les enroulements vont de haut en bas à la vue de face. Comme précédemment, le pôle nord de l'électroaimant blanc pointe vers le haut, provoquant un mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre du moteur. Dès que l'électroaimant bleu clair est excité, le mouvement de rotation est ralenti. Avec votre main droite, vous pouvez déterminer que le pôle nord de ces solénoïdes pointe vers le bas. Ce qui provoque une rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le moteur oscille au lieu de produire un mouvement de rotation. Même 3 électroaimants sont suffisants pour faire tourner un moteur électrique en continu. Au commutateur, chaque extrémité de chaque bobine est connectée à une extrémité des bobines voisines. Le commutateur passe d'un électroaimant à l'autre à 60 degrés. Pendant un court intervalle, 2 bobines sont mises sous tension simultanément. Une fois de plus, vous pouvez déterminer la position des pôles nord magnétiques avec vos mains droites. Comme vous pouvez le voir, le couple résultant sur les 2 électroaimants pointe dans le sens des aiguilles d'une montre. Si un électroaimant se trouve dans la moitié supérieure de l'écran, son pôle nord magnétique pointe vers le haut chaque fois que la bobine est excitée à travers les balais du commutateur, parce que le couple résultant pointe dans le sens des aiguilles d'une montre. Si les électroaimants se trouvent dans la moitié inférieure de l'écran, leur pôle sud pointe vers le bas, provoquant également un couple dans le sens des aiguilles d'une montre. Enfin, vous pouvez prouver vos connaissances sur les moteurs électriques à courant continu. Les enroulements des solénoïdes du moteur montré ici tournent dans le sens anti-horaire en regardant le dessus et en suivant le fil de l'extrémité marquée par le point à l'extrémité marquée du cercle. La borne négative est connectée à la brosse gauche du commutateur. Quelle est la direction de rotation du moteur en considérant le mouvement des électrons chargés négativement? La première chose à considérer. Quelle est la direction du mouvement des électrons à l'avant des solénoïdes verticaux, de gauche à droite ou de droite à gauche? Si votre pensée était de gauche à droite, vous avez raison. La deuxième question à répondre est: quelle main est nécessaire pour déterminer la position du pôle nord magnétique? Votre main gauche est la bonne réponse. Lorsque vous essayez de saisir le solénoïde de telle sorte que vos doigts pointent dans la direction du mouvement des électrons, votre pouce pointe vers le pôle nord magnétique. Où est ce pôle? Vous avez raison si votre pensée était vers le bas. Enfin,
Vous devez déterminer le couple résultant. L'extrémité inférieure est tirée vers la droite, l'extrémité supérieure vers la gauche. Nous avons donc la réponse à la question. Le moteur tourne dans le sens anti-horaire. Vous obtenez plus d'informations et quelques exercices sur ces machines. Abonnez-vous sur ma chaîne et partagez cette vidéo.